Bonjour tout le monde. Alors, Pierre Chaillot est l'auteur du livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité émerge, qui est beaucoup partagé par des gens qui reprochent aux sceptiques et fact-checkers de s'être plantés pendant la pandémie. Alors nous allons regarder un peu de ce livre de près, avec deux personnes, vous allez voir, parce que tout seul je ne pourrai pas le faire. À propos du virus SARS-CoV-2 et de la maladie Covid-19, on a entendu beaucoup de choses de la part de gens qui en fait n'en savaient pas des masses. En 2020, rappelez-vous, la sagesse recommandait de ne se fier à 100% à aucune version, d'écouter tout le monde et de laisser aux spécialistes du monde entier le temps de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises idées. Même Didier Raoult disait avec assurance que le temps ferait le ménage. Or, le temps a apporté le prix Nobel de médecine à Katalin Karikó et Drew Weissman pour leur contribution au vaccin ARN messager. Mais nous serions bien naïfs de croire que celles et ceux qui ont gagné une forme de notoriété, une visibilité nouvelle, une célébrité rémunératrice, à travers une prise de position tranchée, radicale, sonore, agressive, dénonciatrice et complètement fausse, nous serions naïfs d'espérer qu'ils disent « Ah bah désolé, on s'est planté ». On a défendu des analyses éclatées au sol, on a partagé l'avis de faux experts et de médecins radiés, on a accusé des gens à tort, on a lutté contre des mesures sanitaires qui ont sauvé des vies. Si ça se trouve, on a tué des gens en semant la confusion. Oh là là, oupsie, on est vraiment désolé. Bon, ça n'aura pas lieu. À la place, on aura des récits victimaires et complotistes. Certains prétendront savoir que le virus a été inventé dans un labo chinois pour tous nous tuer. D'autres qu'il s'agissait d'un test d'obéissance aux injonctions vaccinales. Dans les deux cas, nous vendre des vaccins aurait été un objectif économique crucial, mettant d'accord l'ensemble des dirigeants du monde. Étonnant. Dans certaines versions, c'est le vaccin qui a pour mission de nous tuer. La moitié des vaccinés d'ailleurs devaient mourir avant fin 2023. Donc là, on est en novembre, dépêchez-vous parce que sinon vous allez réfuter tout ça. D'aucuns rappelleront que le virus est trafiqué puisqu'on trouve des séquences tout droit venues du VIH. Mais Pierre Chaillot a une autre version encore. Pour Pierre Chaillot, en fait, il n'y a pas eu d'épidémie. Aucune surmortalité due à un virus, puisqu'il croit que les virus ne rendent pas malades. Et c'est une vision des choses que les gens raisonnables devraient prendre pour ce qu'elle est, et nous verrons bien ce qu'elle est, grâce à nos deux invités. Je reçois deux observateurs de la rhétorique anti-science qui sévit sur les réseaux, et qui ont suivi de près les déclarations de M. Pierre Chaillot pendant plus de 2 ans. Harry Coutts, qui est consultant en innovation et marketing, et Mathieu Mulot, qui est docteur en biologie, ancien chercheur en biologie spécialisé en écologie numérique, et actuellement data manager, pas ce que c'est, dans un hôpital cantonal en Suisse. Donc je les reçois à l'instant, ils sont là, bonsoir, mais bonjour monsieur. Bonsoir. Je vous entends. Pas de bêtises dans l'intro ou des trucs qu'il faut corriger? Non, c'est tout bon. C'est tout bon. Alors vous deux, Harry en haut et Mathieu en bas, c'est comme ça que ça s'est fait. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à Pierre Chaillot? Moi, je vous ai invité parce que j'ai vu que vous avez traité le sujet sur Twitter, notamment avec des threads longs, compliqués, sourcés, très sérieux. Pourquoi autant de temps consacré à analyser le discours de ce monsieur, Harry? Il a une tendance assez intéressante qui est qu'il arrive à montrer avec des chiffres des choses qui ne sont pas forcément réelles. Et comme il arrive à montrer avec des chiffres, on a l'impression que ce qu'il dit est forcément vrai parce qu'il montre des chiffres et montre des sources. Or, il se trouve qu'effectivement, il arrive jusqu'à une théorie qui est totalement anti-science aujourd'hui, alors qu'il arrive à prouver sa théorie anti-science, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas la réalité, avec des chiffres. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que les gens vont boire ses paroles parce qu'on a l'impression que c'est sourcé et réel, alors qu'en réalité, ce qu'il dit n'est pas vraiment ce qui ressort de ses propres chiffres ou de sa propre réalité. Ouais. Et c'est aussi intéressant parce qu'il a démarré en étant plutôt à se demander ce qui se passe et il finit à réfuter à peu près toute la réalité de ce qu'il y a. Et quand on regarde ses premières vidéos, il ne nie même pas une surmortalité. Et quand on termine, il nie une totale surmortalité. Donc Ouais, on verra plus tard, il y a des contradictions entre ce qu'il disait en 2020 et maintenant. En 3 ans, il a le droit de changer d'avis, à la limite. Mathieu, pourquoi tu t'es intéressé à ce personnage et à ce qu'il raconte? Par dépit, non, mais c'est parce que j'ai été un petit peu connu sur les réseaux pendant le Covid parce que j'avais fait beaucoup de vulga et puis j'avais participé à la méta-analyse Fiolet. D'ailleurs, j'étais venu sur ta chaîne pour ça à l'époque.
Donc j'étais un petit peu connu pour le volet biostat. Et Chaillot, le livre de Pierre Chaillot, on m'en parle souvent, parce que c'est des stats, puis on me demande de debunk. Et en fait, ce qui est intéressant dans les stats que présente Pierre Chaillot, c'est qu'en général, les calculs sont bons, les valeurs calculées sont correctes, mais l'interprétation biologique, elle est à côté, parce qu'en fait, il n'a pas le bagage en biologie. On verra après, dans la suite de l'émission, qu'il a, il a des postulats qui sont en dehors de On va tout dire consensus croyance même, hein. scientifique. Il a des croyances. Des croyances, oui. Mais en fait, il va analyser tous les chiffres qu'il produit à l'aune de ses croyances avec des postulats biologiques qui sont complètement, qui sont hallucinants. Puis on voit comment en fait il a glissé au départ où il était assez raisonnable dans les concepts biologiques et épidémiologiques, et il a complètement dérivé ensuite sur quelque chose d'assez assez inquiétant. Donc c'est assez marrant en fait de voir comment avec les mêmes calculs tu peux arriver à des conclusions différentes juste si tu te préserves pas de tes propres. Alors, il n'est pas là pour se défendre. Bon, mais il a beaucoup parlé sur plein de réseaux, donc souvent il a la parole. Je le présente en quelques mots, je regarde sa page LinkedIn et je vous lis ce qui est écrit. Il est directeur de projet Data Science chez le Conseil régional des Pays de Loire. Il a travaillé 9 ans à l'INSEE en tant que chargé d'études, puis analyste, développeur, puis chef de division études. Il a une licence de mathématiques de l'Université de Rennes 2 et un diplôme non spécifié, je ne sais pas lequel, de l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Si vous avez l'info, dites-moi. Et il a un BAFA. Son second diplôme, si vous avez plus d'infos, moi j'ai pas. Vous savez? Non, c'est pas de la biologie en tout cas, c'est sûr. Voilà. Et en février 2023, l'INSEE a tweeté « Bonjour », alors en réponse à quelqu'un qui demandait, parce que Pierre Chaillot ne travaille pas à l'INSEE, ni à l'INSEE, ni au sein du service statistique public. L'INSEE n'est associé en aucune façon à cette étude, et la mention de l'affiliation de son auteur à l'INSEE est à la fois erronée et trompeuse. Apparemment, il avait publié une étude ou un papier en se réclamant de l'INSEE où il n'est plus depuis longtemps. Voilà. Donc. Et sur Babelio, puisqu'il écrit des bouquins, je vous livre la description de l'auteur, et puis comme ça on pourra passer au bouquin. Pierre Chaillot est statisticien. Dès le début de la crise du Covid, il a collecté l'intégralité des données officielles disponibles sur les sites d'Eurostat, de l'INSEE et de l'adresse, et des différents ministères. Mortalité, occupation des lits, positivité des tests, âge, etc. 2 ans d'un travail méticuleux qu'il a rendu public régulièrement sur sa chaîne Décoder l'écho. On n'a pas dit, il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'écho. Il en a fait un livre, et son livre, donc, c'est Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Des commentaires sur son... Parce que il pourrait très bien ne pas être biologiste, mais si c'est analyser des chiffres, s'il est statisticien, on peut se fier à lui. Et en plus, il les analyse de bonne foi, ces chiffres. Je pense vraiment qu'il est de bonne foi dans son... De bonne foi aussi. Alors, avant de vous laisser analyser, je vais faire un résumé du bouquin, que j'ai pas lu, mais que j'ai parcouru. Et vous l'avez lu, hein, donc c'est pour ça que vous êtes là, parce qu'il faut du temps, il faut de l'abnégation. Alors, c'est pas qu'il est très long, ce livre, en plus. Il se lit assez vite. Mais il faut des nerfs. Alors, si je résume le bouquin, il n'y a pas eu d'hécatombe lors de la pandémie. Les hôpitaux n'étaient pas saturés. En réalité, il n'y a pas eu de pandémie et aucun lien avec un microbe. Les morts recensées sont dues aux mesures sanitaires. Les vaccins n'ont aucune efficacité, ils ont tué des tas de gens, tout le monde est corrompu, des politiques jusqu'aux médecins. Et il y a 20 pages de préface de Laurent Mukeli. J'invite les gens à taper Laurent Mukeli Tronchambier, j'avais fait une vidéo sur lui. On voit un peu son parcours de sociologue qui a fini par dériver dans la complosphère. Donc Laurent Mukeli qui conspue la religion vaccinale, je cite, mais qui prend sa distance avec l'auteur, M. Chaillot, quand il innocente les virus pour accuser le climat, mais se permet quand même d'accuser le mythe pasteurien, je cite Mukeli, en accédant, je cite, « C'est bien le terrain individuel qui est l'essentiel et non l'agent infectieux ». Curieuse tentative de Mukeli de concilier la croyance béchampiste de Chaillot, et ça on va en reparler à la fin, avec la prétention d'épidémiologiste d'élite de la clique raoultienne dont Mukeli est proche. Et à la fin, on a 10 pages de postface de Laurent Tubiana, autre héros négateur de la pandémie sur les plateaux de télé, qu'on a beaucoup vu sur BFM TV, sur tout ce qu'on peut compter, et qui donne dans le lyrisme, en citant Ferré et Aragon, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils héroïques. » En somme, au fil des chapitres, on apprend qu'on nous a menti sur tout, sur les virus, les hôpitaux, la transmission, le confinement, le vaccin et les effets secondaires.
Des mensonges qui ont causé des dizaines de milliers de morts et qui étaient motivés par l'appât du gain des élites toutes corrompues, sauf à Marseille. Le livre présente Pierre Chaillot comme faisant partie des rares héros alliant assez de savoir avec assez de courage pour se rendre compte et nous le dire. Voilà. Et nous, on est là pour douter un peu de ce narratif-là. Et maintenant, je me tourne vers vous. Alors, je l'ai résumé dans les grandes lignes. Évidemment, il y a plein de choses au-delà de ça, mais globalement, c'est l'impression Oui, non, qu'on mais ressort. plus c'est de la gourmandise. Hein. Alors, la pandémie Oui. n'a pas eu lieu, en gros, si je résume. Est-ce que c'est un peu ça qui est dit? En fait, c'est plus compliqué que ça, c'est parce que il va partir du principe que il n'y a pas vraiment eu, il y a pas vraiment eu de pandémie, il n'y a pas eu d'incident sur les hôpitaux, c'était vraiment un truc très coercitif, contraignant. Mais il est bien embêté par le fait qu'il y a quand même des PCR positifs qui existent. Puis du coup, s'il y a des PCR positifs, ça détecte des trucs. Alors après, du coup, il va se dire bon ben oui, il y a un virus. Mais en fait, c'est pas le virus qui provoque la maladie. Parce qu'en fait, il est dans une discordance où il peut pas comprendre qu'il y a tellement un virus qui se balade, mais qu'en même temps, il n'y a pas de pandémie. Donc il essaie de raccorder ça, puis c'est là où il vire vers le béchampisme. C'est un peu. Il y a un point supplémentaire, c'est qu'il n'arrive pas à réfuter totalement une surmortalité. Et donc, il cherche des petits points de surmortalité, que ce soit avec le Rivotril, que ce soit avec le fait qu'on a arrêté de soigner des gens, mais comme on n'est pas malade de virus, je ne sais pas de quoi on est plus soigné. Voilà, il y a des petits points où il va quand même dire, il y a une surmortalité. Tout d'abord, elle n'est pas énorme. Son premier point, c'est de dire, c'est pas plus que ce qu'on a, que là, c'est pas en hiver. Et ensuite, il va essayer de trouver les points pour lesquels il y a une surmortalité, et c'est tout sauf un nouveau virus. C'est impossible que ce soit un nouveau virus. Parce que, en gros, lui, son propos, c'est de dire la mortalité, elle suit très précisément la courbe des températures. C'est les Ouais, températures qui causent les morts des gens tous les ans. Les maladies en hiver arrivent, non pas parce que on est enfermé chez nous et que les dynamiques de l'air qu'on respire changent radicalement entre l'été et l'hiver, mais parce que il fait froid et que la maladie arrive quand il fait froid. Point. Alors, il y a un Oui. graphique magnifique dans son livre et puis qui monte dans ses vidéos, où en fait on voit effectivement que ça suit, parce qu'effectivement la grippe suit le plus souvent quand même ça. Et puis en 2020, il y a un pic au moment où les températures descendent, c'est là où on a des pics de mortalité. Et avant qu'elles redescendent, enfin, que la température remonte, pardon, et avant qu'elles redescendent, on a un autre pic de mortalité en 2020. C'est-à-dire qu'on a deux pics qui sont complètement hors de l'hiver de mortalité, ce qui est normalement impossible, sauf en cas de canicule. Et donc pour ça, il a deux techniques. Il va dire il faut compter jusqu'en mai. L'hiver, c'est jusqu'en mai, puis ça recommence en septembre. Donc déjà, ça limite beaucoup le reste de l'année. Et puis, c'est parce qu'on a paniqué avant qu'on a tué plein de gens en avril-mai, parce qu'on a paniqué en février-mars, qu'on a enfermé les gens et qu'on les a tués. En fait, sa séquence argumentative, elle est intéressante parce que dans son Voilà. chapitrage, le premier chapitre, c'est y a-t-il eu une hécatombe quelque part? Donc là, il va remettre en cause la mortalité. Il va dire bon, il n'y a pas eu de mortalité. Donc en faisant des analyses, des interprétations qui sont fausses, je veux dire, si on analyse vraiment ces chiffres, on voit qu'il y a une surmortalité, mais lui, sa conclusion, c'est il n'y a pas de mortalité. Il dit bon, il n'y a pas de mort, donc voilà. Deuxième chapitre, y a-t-il eu la saturation hospitalière annoncée? Et donc là, c'est pareil, il va analyser le rapport de la TIH sur la saturation hospitalière, l'activité hospitalière Covid. ATIH, c'est quoi? L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, qui a publié un rapport sur l'activité hospitalière du Covid. Et puis là, il fait un truc intéressant, Pierre Chaillot, c'est qu'il analyse l'activité en termes de nombre de patients sur le Covid, sur les patients totaux. Puis il dit, voyez, en fait, les patients Covid, ça ne représente pas beaucoup de patients à l'hôpital. Donc ça n'a pas saturé l'hôpital. Mais en fait, il oublie de réfléchir en termes de jours d'hospitalisation. Alors, Parce que il si tu as un parle patient... des jours, hein. Il Comment? parle des jours, mais il dit que c'est pas forcément grand-chose non plus. Oui, mais c'est à la fin. En fait, il fait 20 pages en disant, voyez, les patients Covid, c'est, je sais pas, 10%, c'est pas grand-chose en nombre de gens ou de séjours. Et puis à la fin, il dit, bon, après, c'est vrai que si on ramène au nombre de jours, c'est un peu plus, mais finalement, c'est pas grand-chose. Si tu as une personne qui reste à l'hôpital pendant 10 jours, elle occupe autant de place que 10 personnes qui viennent un jour. Oui. Tu vois, Et parce puis, que ton lit va être occupé pendant 10 jours. si c'est un lit qui demande 3 médecins en continu, et ben, c'est 3 médecins qui peuvent pas Oui, être c'est vrai autre que part. les soins intensifs étaient pleins, ça débordait partout. C'est ça. Quand c'est une maladie transmissible, et bien aussi, ça demande un certain nombre de précautions qu'on n'a pas forcément quand on vient pour se faire arracher une dent. Voilà. Mais en fait, il faut réfléchir à l'hôpital en termes de lits dans le temps et qu'on a des jours lits. En fait, on peut occuper tant de lits pendant 365 jours, puis ça représente une quantité de jours.
Et il faut regarder la part de ces jours dans l'année qui sont imputés à des patients Covid. Et dans le rapport de l'ATIH qu'il analyse, Pierre Chaillot, ils disent clairement que voilà, 20% des séjours en réanimation, c'est du Covid, alors que c'est déjà une période où on avait augmenté les capacités de réanimation et de soins aigus parce qu'on n'avait plus assez de place et on était obligé de pousser les murs. Ouais. Donc, Mais moi, je me on est rappelle, loin de- pendant le flux, on avait transporté des gens dans un TGV affrété exprès, plein de malades, pour les emmener à Bordeaux, je crois, ou à Nantes, Oui, parce que les hôpitaux de l'Est étaient pleins. c'était saturé, ouais. Est-ce que ça, il en parle? Parce que moi, c'est quand même un événement, Alors, c'est grave, quoi. oui, Enfin, c'est... il a un point intéressant sur ça, c'est de dire, au départ, on a limité le nombre d'hôpitaux qui avaient le droit d'accepter du Covid sur un certain plan d'urgence. Mhm. Et donc, c'est ça qui a créé cette crise de désorganisation. Alors que c'est pas tout à fait vrai. Et donc, pour lui, c'est une des raisons pour lesquelles on a dû déplacer des gens, parce qu'on a limité. Oui, c'est vrai que lui, sa thèse, c'est que tout était mal géré que par des cons. Ils sont tous nuls. Et après, ils ont voulu cacher la misère en accusant Ce le qui est virus. très intéressant, c'est que dans ses toutes premières vidéos, celle vraiment de début du confinement, il explique qu'en gros, on est désorganisé parce qu'on a voulu faire, on a fait un peu comme l'Italie, c'est-à-dire qu'on a attendu de voir les malades arriver, et donc ça sature l'hôpital, et comme on n'a pas assez de lits, on est contraint de le faire. Il l'a dit, il a une vidéo, il dit clairement ça. Et ensuite, il dit ce qu'on aurait dû faire, c'est tester tout le monde, comme fait la Corée du Sud, et en testant tout le monde, on va pouvoir les isoler, et puis les soigner, et comme ça, on n'aura pas besoin de faire de confinement. Donc là, il poussait au test et au dépistage massif pour pouvoir isoler les malades. Donc ça implique que on teste parce qu'on sait qu'il y a un virus qui est responsable de la maladie. Si le virus n'est pas lié à la maladie, ça sert à rien de le faire. Voilà. Donc à l'époque, ils croyaient que le virus causait la Oui. maladie. Ok. Ah oui, oui, oui. Mais là, c'est quand il pensait encore que le Covid, c'était quelque chose de transmissible. Oui. C'est plutôt, ouais, c'est ça. Parce qu'après, il croit toujours qu'il y a un virus, mais dans la théorie béchampiste, les virus et les bactéries sont pas les agents infectieux, mais ils sont le produit de la maladie. Donc, Ouais. tu es malade, donc c'est à cause du contexte, de la qualité de l'air, de l'eau, tu as mangé un truc qui te... Voilà. Et les microbes que tu produis sont la conséquence de ta maladie. Alors, il le dit juste un peu différemment. Lui, il y a des virus qui se baladent, on en a toujours eu toute l'histoire, et c'est pas pour ça qu'ils nous rendent malades. Biais du Ouais. survivant. Alors, est-ce qu'on prend les chapitres dans l'ordre et vous nous faites une analyse, en gros, de la grande thèse du chapitre et on avance comme ça? Oh, Et, ben, et- on et on pourrait- finira, on va revenir sur Béchamp. Et Béchamp, on n'a pas, là, on n'a pas développé, mais on va revenir à la fin parce que s'il est béchampiste, et chers amis, on concorde là-dessus, on ne peut pas croire à la fois Pierre Chaillot et son livre et penser que Didier Raoult, c'est ce qu'il fait. Parce que les deux Oui, sont ben, absolument incompatibles. Donc c'est on verra ça à antinomique. la fin. En fait, on pourrait prendre presque lire son livre phrase par phrase et Ah oui, puis essayer de critiquer au fil de l'eau. Après, on a pris le parti de dire un truc un peu plus structuré quand même, mais Bref, j'aime chaque pas ligne est trop comment. l'exercice où on lit le bouquin à la volée pour le commenter, c'est jamais très 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 brillant. Non, c'est mieux de préparer un peu avant, effectivement. Ouais. Donc le chapitre 1, c'est il n'y a pas eu d'hécatombe, il n'y a pas eu de surmortalité. Est-ce que et vous avez des graphes, vous avez des éléments. Alors qui prend la Alors, parole pour ce oui, premier la chapitre? manière dont il le montre, et ça, pareil, c'est intéressant, au tout début du Covid, il explique qu'il y a effectivement une surmortalité plus élevée que la grippe. On voit une mortalité, en tout cas plus élevée que la grippe, à un endroit qui est totalement non anormal, c'est-à-dire en avril, alors que normalement, c'est plutôt à d'autres moments, au moment d'hiver. Quand on regarde ça et qu'on regarde ça dans les projections de l'INSEE, on voit que ça sort complètement des courbes de l'INSEE. Donc la première chose qu'il fait, c'est de dire, en fait, c'est pas pire que la grippe de 2017. Sa première vidéo, c'est de dire que c'est comme la grippe de 2017. Là, il oublie totalement de désaisonnaliser, ce qui est comme un peu la base de ce qu'on fait quand on calcule de la mortalité, notamment parce que c'est assez saisonnier. Et donc, en n'enlevant pas cette saisonnalité, on a quelque chose d'un peu équivalent. La deuxième chose, c'est qu'il va standardiser, ce qui est normal, c'est-à-dire qu'en 2020, on est plus vieux qu'en 1980. La France a vieilli, les gens meurent plus, c'est normal, c'est attendu, et c'est d'ailleurs dans les modèles de l'INSEE. Le problème avec ça, c'est qu'il oublie à chaque fois, et il le rappelle à l'INSEE beaucoup de fois, qu'on vit aussi mieux, c'est-à-dire qu'on vit plus longtemps. L'espérance de vie à 60 ans, c'est 20 ans. L'espérance de vie à 80 ans, c'est 10 ans. C'est-à-dire que si on arrive à 80 ans, normalement, on a en moyenne encore 10 ans à vivre. En moyenne, encore 10 ans à vivre, ce qui est beaucoup. Donc dire qu'on meurt à 80 ans, c'est qu'on est arrivé à une bonne vie, en fait, c'est pas vrai. Aujourd'hui, si on arrive à 80 ans, c'est la moyenne, parce que c'est l'espérance de vie de ce qu'on devrait vivre. Enfin, moyenne, c'est un peu compliqué, mais voilà.
Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'en gros, 2020, c'est la 7e année la moins mortelle si on standardise. Vu comme ça, depuis 1962, vu comme ça, effectivement, ça fait pas peur. Depuis 62, c'est la 7e année la moins mortelle. Alors, il se trouve que chaque année est l'année la moins mortelle quand on standardise en meurt 2020. Donc, en fait, chaque année, sauf On s'il y a meurt pas vraiment une forcément. grosse grippe ou comme en 2003, où là, elle devient la 2e ou la 3e. Qu'elle devienne d'un coup la 6e ou la 7e, la plus mortelle depuis la moins mortelle depuis 62, c'est en fait quelque chose d'assez unique. Ça n'arrive pas. Donc, en On gros, passe d'un coup de 1. j'essaie de reformuler. Chaque année, comme la médecine progresse et qu'on vit de plus en plus vieux, quand on compare l'année qu'on vit par rapport à l'année d'avant, en fait, en moyenne, on meurt un peu moins, on meurt un peu plus vieux. Donc l'année est moins mortelle que celle d'avant. Elle est plus mortelle en chiffres, mais si on standardise au nombre de personnes de même âge, elle est moins mortelle. Voilà. Et donc dans son graphe, on le voit clairement, ça descend, et puis 2020 remonte un peu. Donc être la 7e moins mortelle, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus mortelle qu'elle n'aurait dû l'être. Exactement. Voilà. Il y a un deuxième point qui est assez étrange, parce que pour pouvoir expliquer que la surmortalité n'est pas énorme, il a fait un papier avec Laurent Toubiana sur la surmortalité, un préprint qui n'a été accepté nulle part, parce qu'il n'était pas très bon. Même pas chez Et, New Microbes et New Infection? Non, nulle part. Mais même le preprint lui-même a été sorti des différentes plateformes. Et donc, quand on regarde ce papier-là, il recalcule donc la mortalité attendue de 2020 et il trouve une surmortalité de 4% par rapport à l'attendu. Alors que l'INSEE, en même temps, trouve 7 à 8% par rapport à l'attendu. Donc 2 fois plus. Et voire 10% si on prend en plus d'autres choses. Et donc, quand on regarde ça, on se dit, il y a un problème. Et donc, il y a un économiste qui a regardé son calcul, et en fait, pour lui, toutes les personnes des années 90 allaient mourir beaucoup plus que ce qui était prévu. En 2020, on ne sait pas pourquoi, mais ils retrouvaient le même taux de mortalité qu'ils avaient dans les années 90. C'est-à-dire que d'un coup, il y a eu un saut de mortalité attendu pour Pierre Chaillot en 2020, spécifiquement pour les personnes les plus Donc il a traité la population comme si elle devait mourir plus, et comme il voit qu'elle meurt plus, il dit bah, c'est normal, parce que j'avais prévu. Mais on ne sait pas pourquoi il avait prévu qu'elle mourrait plus cette année que. Il faudrait regarder vraiment tous ses calculs, qu'il n'a pas forcément tout donné sur ce préprint-là, il en a donné d'autres. Il faut être honnête, il donne tout en open source de ce qu'il fait. Ouais, il y a un dépôt GitHub qui est consultable avec tous ses codes, etc. Donc il est très transparent sur la façon dont il calcule. Sur Ce qui est bien mieux que ce qu'on a obtenu de Raoult. Il y a un deuxième point, c'est qu'on se dit, ok, 8%, c'est pour lui peut-être pas beaucoup, disons que c'est 8 ou 4 ou autre, mais en réalité, on part du principe qu'on a une année normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de confinement, qu'on n'a pas limité la propagation d'autres virus, qu'on n'a pas baissé la mortalité routière, qu'on n'a pas baissé d'autres mortalités d'accidents et autres. Puis il y a eu la grippe. De là, effectivement, on prend une énigme, on prend un parti où on se dit, c'est une année normale, et donc finalement, c'est pas si énorme que ça, alors qu'on a fait tout pour éviter une pandémie beaucoup plus grosse. Vive les chats. Donc en gros, ce qu'il a oublié d'avoir à l'esprit, c'est que puisqu'on avait le confinement, les autres maladies transmissibles étaient aussi moins fortes. Quand on est confiné, on transmet moins le Covid, on transmet moins la grippe, on transmet moins les autres maladies. Lui, il a une explication sur ça, hein. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Son Ok, mais bon, je résume pour les gens. Dans le paradigme des gens raisonnables, on s'attend à ce que les chiffres des maladies transmissibles soient plus faibles, donc on meurt moins. Les gens meurent moins sur les routes. Il y a peut-être eu plus d'accidents domestiques, mais globalement, je sais pas le bilan net. Mais quand on se déplace moins, on est moins soumis à des accidents, donc a priori, et puis on croise moins les gens, donc on transmet moins de maladies. A priori, on s'attend à ce que le confinement se solde. Alors, en dehors des gens qui ne vont pas à l'hôpital alors qu'ils auraient dû y aller, il y a des retards de traitement qui sont dramatiques, mais c'est des chiffres qui sont relativement faibles, je crois. Quand on fait le bilan net, on s'attend à ce que le confinement baisse un peu la mortalité. C'est ce que j'ai compris, dites-moi. Alors du coup, sa réponse, c'est de dire quoi? Tu avais commencé, Harry. Donc, sa réponse, c'est de dire, il n'y a pas eu moins de grippe ou d'autres maladies transmissibles, c'est juste qu'on a donné le nom de ce qu'on appelait grippe à Covid. On a changé la numérotation, et donc je pense que Mathieu t'en parlera, mais il y a toute une partie sur les codes, justement, où il en parle à l'hôpital. Pour lui, en fait, la grippe n'a pas disparu, simplement on l'a appelée grippe l'année dernière, et puis cette année on l'appelle Covid. Mais c'est juste une façon d'appeler des gens qui ont des problèmes pulmonaires quand ils arrivent à l'hôpital. Et donc cette année, on a codifié ça. Sauf que du coup, on a des PCR. Bon. Mais même ça, on peut en parler maintenant, de la codification. Vas-y.
Enfin, sauf si tu veux y revenir après quand ça arrive sur le chapitre, mais en fait, c'est un point qui est très bref. Alors, si c'est bref, en 2 minutes, vas-y. Bah, la codification, dans l'enjeu de la tarification à l'acte, c'est de dire que il y a plusieurs choses. C'est pour le financement des hôpitaux, puis aussi pour un peu catégoriser, puis comparer les interventions qu'on fait à l'hôpital. Donc, quand tu vas à l'hôpital, bah, tu passes par différents services, et puis les soignants, ils font un Un dossier. document en fait qui explique ce que tu as eu, quelle pathologie tu as eu, quelle intervention tu as faite. Et tout ça, c'est codé. Ça correspond à une classification qu'on appelle CIM-10. Donc, par exemple, tu as eu la grippe, c'est un code, tu as eu le Covid, c'est un code, mais on note tout. Donc, c'est-à-dire que si tu as eu la grippe et si tu as eu le Covid, de toute façon, on note les deux. D'accord ? Puis il y a des codes pour tout, donc vraiment, genre, tu as eu la grippe, c'est suspicion de grippe, c'est un code, c'est grippe avec PCR, c'est encore un autre code, donc on peut vraiment tout hiérarchiser. Et puis tout ça, à la fin, tu as un document qui s'appelle le RSS, le résumé standardisé de séjour, qui te dit tout ce que tu as fait à l'hôpital. Et puis ça donne lieu à une classification, GSM, qui t'indique un petit peu la charge hospitalière que tu as représentée. Et c'est ça qui va dire à l'assurance maladie combien elle doit donner d'argent à l'hôpital. D'accord. En gros, par rapport, c'est une façon de standardiser un petit peu parce que ton séjour, il va coûter de l'argent en termes d'amortissement comptable du plateau technique hospitalier, en termes de consommables biomédicaux, en termes de personnel, etc. Et puis en France, bah, les soins, ils sont essentiellement gratuits. C'est l'assurance maladie qui va financer les hôpitaux. Et en fait, pour les rembourser, ils se basent sur cette codification-là. En Suisse, par exemple, c'est pas le GSM, c'est la codification DRG, Suisse DRG, mais c'est le même principe. Et puis, bah, tu reçois plus ou moins d'argent suivant la sévérité du truc. Si tu vas une journée en ambulatoire, l'hôpital va recevoir moins d'argent que pour un mec qui reste en réanimation 10 jours. C'est normal, ça va pas coûter le même pognon. Et ce que Pierre Chaillot dit, c'est qu'en fait, ils ont tout codé en Covid parce que le Covid, ça rapporte plus d'argent. Sauf qu'en fait, c'est bête, déjà parce que d'une part, le financement des hôpitaux, pendant le Covid, était pas du tout lié à la codification. En fait, ils ont suspendu en quelque sorte la tarification à l'acte pendant cette période, puisque comme l'activité hospitalière était complètement changée, on a dû arrêter de faire des prestations chirurgicales, etc. L'État a dit, OK, on va se baser sur les années d'avant, et on va vous payer la même chose. Donc de toute façon, ce que les hôpitaux ont touché, ça dépendait pas du tout de comment ils ont codé les actes médicaux pendant le Covid. Donc déjà, à partir de là, l'argument est caduc. En tout cas, en ce qui concerne le fait que les hôpitaux ont essayé de s'enrichir sur le Covid. Ok. Bon. Et sur le fait qu'on a essayé de cacher la grippe avec le Covid, c'est faux aussi, puisque de toute façon, on code les deux. Et on en reparlera, mais Didier Raoult, dont c'est le métier, a vu une chute de la grippe alors qu'il teste autant. Donc ça, c'est pas juste une question de codification. Les tests eux-mêmes ont montré une chute de Il n'y avait pas eu de grippe. virus. D'accord. Alors, pour le premier chapitre sur l'hécatombe en tant que tel, sur la surmortalité, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Une comparaison avec le reste de l'Europe, et ce qui est assez compliqué parce que pendant la période de Covid, il y a des pays qui ont pris en avance des mesures qui ont limité le nombre de morts, notamment sur la première vague. Je pense aux pays de l'Est qui ont très rapidement fermé leurs frontières, très rapidement fermé un certain nombre de choses, et donc ont limité très fortement la première vague. À l'inverse, d'autres vont avoir des problématiques un peu plus tard. Et donc, ils montrent aussi, par exemple, pour les pays du Nord, donc il y a toute la question de la Suède, toujours sur la surmortalité. Il va y avoir aussi l'accès à l'hôpital. Effectivement, des pays où l'hôpital va être plus dégradé, il va y avoir plus de morts, où il y a une population plus vieille, en moins bonne santé, il va y avoir plus de morts. Il y a aussi une autre partie où il explique qu'en gros, et ça va rentrer un peu dans toute son histoire, c'est que d'abord, c'est les personnes les plus pauvres qui sont mortes, mais principalement parce qu'elles sont pauvres et en mauvaise santé. Alors, il faut savoir que quand même, pendant le confinement, ceux qui étaient les plus à risque, c'est les personnes qui étaient en première ligne, qui pour beaucoup sont des personnes qui peuvent être précaires, qui ont continué à travailler pour faire fonctionner, disons qui prenaient le métro tous les jours, qui voyaient des gens, là où d'autres personnes télétravaillaient ou faisaient des choses. Donc ce n'est pas que le fait qu'ils étaient aussi précaires, c'est aussi que c'est ceux qui étaient le plus à rencontrer d'autres personnes. Il compare aussi les différentes régions en France, et il remarque que dans la première vague, il y a plus de morts en Île-de-France, à l'Est, mais pas, par exemple, dans le Sud. Ce qui est normal, c'était le but du confinement, de stopper, encore une fois. On a eu Mulhouse, par chez nous, les évangélistes qui se réunissent et qui s'embrassent les uns les autres et qui meurent. Et après, et c'est de là que démarrait c'est en Corse. C'est quelqu'un de Mulhouse qui est parti en Corse, hop, ça fait cluster en Corse. Donc, non, mais le Covid, c'est pas transmissible.
En gros, pour lui, s'il y avait eu vraiment une épidémie, ça devrait être partout et que ça veut dire qu'à l'hôpital, on a moins soigné à Paris ou dans les... Mais en fait, c'est l'inverse. Si c'était le climat qu'on aurait partout. Parce que là, j'ai des éléments que vous m'avez donnés, hein, donc vous les connaissez. C'est une capture sur Twitter où quelqu'un demande quel est le plus gros mensonge auquel tu as cru étant enfant. Et ce monsieur répond, et c'était le 7 novembre. C'était cette année ou... Attendez, c'est quelle année? Non, c'est l'année dernière. Le plus gros mensonge auquel il a cru, il répond, donc Pierre Chaillot, qu'un être humain malade rend malade les personnes qu'il croise. Il ne croit pas à la transmission des maladies infectieuses. Bon, faut qu'il aille à IHU, je sais pas. Autre élément, et ça je crois que c'est toi Rick qui l'avait mis sur Twitter, par rapport à la mortalité, pour finir là-dessus, pour Chaillot, l'épidémie n'existe pas, tout s'est passé comme les autres années avec les maladies hivernales, sauf qu'en fait, il est exceptionnel que le mois le plus meurtrier soit hors de la période décembre-janvier, tellement exceptionnel que ça n'est arrivé que 3 fois en 110 ans, et 0 fois pour avril ou novembre depuis 100 ans. Or, typiquement, avril et novembre sont les mois où on est le plus mort en 2020 par rapport aux autres années, quoi. Donc, ça va à l'encontre du fait que c'est une année normale. Elle est anormale, Non. si tu veux nous l'expliquer. J'ai fait justement un graphique qui montre en gros la part de la mortalité de chaque mois. Est-ce qu'il est en positif ou en négatif par rapport au nombre total? Et donc, ce qu'on constate, c'est que en gros, décembre, janvier, février, c'est les mois les plus mortels quasiment tout le temps. La contribution positive du mois, par exemple, d'octobre, elle est arrivée dans une décennie. Très simple, c'était la guerre de 14-18. Et en 2020. À part ça, octobre n'est jamais contributif, ou en septembre-octobre ne sont pas contributifs à la surmortalité. Donc, il faut une guerre mondiale et une grippe espagnole pour faire aussi fort que nous. Voilà. Et avril, pareil, normalement est un mois où la surmortalité est de plus en plus basse, très basse. Et là, c'est le mois qui a le plus contribué à la mortalité cette année, enfin l'année 2020, oui. Ce qui arrive jamais. Et avril, on se rappelle que c'était le pic, hein, on s'est confiné en mars, et avril, c'était le pic de mortalité. Mais on pourrait dire, parce que lui, dans son livre, dit parfois il y a des grippes tardives qui vont jusqu'en mars, voire avril. Ça peut arriver, effectivement, quand il fait frais, par exemple, il fait très froid. Mais en plus, avril était, si je ne me trompe pas, le 2e avril le plus chaud de l'histoire en France. Oui. Ce qui est pareil pour pour octobre-novembre, qui ne va pas du tout avec son histoire de s'est corrélé avec la température. Parce que si c'est en plus un avril spécifiquement chaud, c'est que ça ne va pas du tout avec l'histoire de l'hiver qui tue. Donc, je pense que voilà, si vous voulez vous renseigner là-dessus, allez sur Twitter, suivre ces deux messieurs et faites l'historique pour voir un peu comment ils ont tout expliqué. On mettra des liens aussi en description s'il y a des choses que vous conseillez au public. On va prendre la suite. Est-ce qu'on parle des hôpitaux saturés ou est-ce que... ça va vite, hein, ça aussi. Ouais, en fait, il dit... ça va super vite. Il dit, ouais... Alors, il commence en disant, bon... on a perdu beaucoup de lits d'hôpitaux. On est passé en gros de 8 lits pour 1000 habitants à 6 lits pour 1000 habitants entre 98 et... je peux dire 98, les gens m'en voudront pas. Je ne sais plus quand. Et en fait, alors... donc il pose ça d'abord. Et après, il dit, oui, bon, alors, c'est justifié par le fait qu'on a rationalisé la médecine et qu'on a un peu diminué l'ambulatoire et qu'on a augmenté l'ambulatoire à la place de la prise en charge longue durée, etc. Mais il dit ça comme si c'était vraiment bon, allez, vous faites un peu suer. Mais en réalité, c'est vrai, avec le progrès de la médecine, les séjours ont vraiment raccourci. Puis on peut traiter le même nombre de gens avec moins de jours nécessaires, en fait. On est plus efficace. Donc, plus efficace. Donc, alors c'est vrai qu'il y a eu peut-être une réduction de lits en termes de population. On peut contester la décision politique, mais oui. Pardon, on peut tout à fait considérer que politiquement, la santé publique est mal gérée depuis 30 ans. On a le droit, et on n'est pas loin d'être d'accord tous ensemble là-dessus, à la limite. On est plus ou moins OK, ouais. C'est juste que, en fait, c'est pas... On a beaucoup dit, oui, on a supprimé les lits, c'est pour ça que les hôpitaux sont saturés. Bon. Donc, il dit ça. Il commence à dire, là, c'est la faute du gouvernement qui a réduit les lits. Et après, il dit, il y a l'ATIH, donc la fameuse agence dont on parlait tout à l'heure, l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, qui a publié un rapport d'analyse sur l'impact de la Covid-19 sur les hospitalisations durant l'année 2020. C'est à la page 92 de son livre. Et il dit, ce rapport a notamment révélé que les hospitalisations pour cause de Covid n'ont finalement représenté que 2% du nombre d'hospitalisations en 2020. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, nombre d'hospitalisations, donc nombre de séjours, comparé au jour
passés, aux jours occupés. Et en fait, la façon dont il le dit, c'est intéressant parce qu'il dit c'est d'abord Martin Blachier qui l'a évoqué, et puis ce rapport de la TIH a été vite enterré, et surtout, un second rapport de la même agence a été passé sous silence, et en fait, ça n'a pas du tout été enterré ni passé sous silence, quoi. C'est juste un rapport normal, il est consulté par les gens, et quand on lit ce rapport, je te donnerai le lien pour le mettre en source, ça te dit qu'effectivement, ça représente pas beaucoup en nombre de patients, sauf que ils ont quand même occupé beaucoup l'hôpital, quoi. Ouais. Et la part des décès, ça représente une part des décès énorme dans l'hôpital par rapport au nombre de jours ou de patients que ça représente. Si on a 6% de patients, mais que quand ils rentrent, ils sont là pour 3 semaines, alors que les autres viennent pour 2 jours, ça change Ça tout. prend de la place. Surtout Et en plus, qui prennent de la place, on va dire, une place très importante, parce que c'est des réanimations, c'est des places sur lesquelles on n'a pas. Et en plus, on nommait une chose, c'est déjà de dire il n'y a pas eu la saturation, les hôpitaux étaient quand même bien tendax. Pour moi, par exemple, dans l'hôpital où je suis actuellement, on paye encore la saturation, on a encore d'hospitalisation Covid un petit peu, et on a encore une surcharge qui est liée à ça. Et ce qu'il oublie, en fait, c'est que les patients Covid, ils ont quand même représenté en réanimation et soins critiques, par exemple, soins aigus, 20% du temps d'hospitalisation disponible, dans une période où on a eu un confinement et on a essayé à ce qu'il n'y ait pas la saturation hospitalière. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait le confinement pour réduire les infections. On a, on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas la saturation. Abaisser la courbe, lisser la courbe. C'est ça, c'est le fameux aplatir la courbe. Et on a quand même ça. C'est-à-dire que malgré toutes ce qu'on appelle les mesures non pharmaceutiques, les interventions non pharmaceutiques, donc le confinement, etc., on a eu quand même une grosse part des hospitalisations dues au Covid. Et lui dit, ça n'a pas été vraiment, il n'y a pas eu la saturation annoncée. Oui, parce qu'en fait, on a essayé qu'il n'y ait pas ça. Tu parles de médicaments. Alors, parenthèse, il a dit des trucs sur Doliprane. Et il s'est contredit lui-même et j'ai pas retenu tout. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit d'un côté ou de l'autre ? En début de crise, il fait une vidéo expliquant que tout est mal géré, bien entendu. Okay. Alors, il faut savoir qu'il a fait beaucoup de vidéos avant sur l'économie libérale qui détruit un peu tout, et puis aussi des vidéos contre comment Disney rend nos enfants mauvais. C'est assez intéressant à voir. D'accord, c'est son opinion. Il fait une vidéo en expliquant c'est très dangereux de faire peur aux gens, parce qu'ils vont avoir tendance, par exemple, à acheter beaucoup de médicaments. Et s'ils achètent beaucoup de Doliprane et qu'ils les stockent, alors ça risque de mettre en danger les enfants qui en ont besoin pour faire baisser leur température et puis les adultes qui en ont besoin pour faire baisser, notamment s'ils ont des grippes ou un certain nombre de maladies. Qui est tout à fait ce qu'on pouvait reprocher à l'hydroxychloroquine d'ailleurs. Le fait que l'hydroxychloroquine ait été utilisée alors que les effets cardiotoxiques étaient plus disponibles pour les patients atteints de lupus, c'était exactement la même chose, quoi. Donc au départ, il a dit ça. Et puis peu à peu, il a dit que finalement, qu'est-ce qui se passe réellement ? Normalement, le Doliprane, on vous a conseillé de prendre du Doliprane et plutôt que de l'antibiotique. Donc après, il a dit, normalement, on donnait de l'antibiotique. En fait, on vous donne plus d'antibiotiques, alors que c'est pas vrai pour les virus. Mais bon, c'est in fine, il est arrivé à dire, en fait, on vous a trop donné de Doliprane et c'est ça qui tue les enfants, que ça donne des hépatites, c'est mauvais pour le foie. Et donc en fait, peut-être qu'il y a une surmortalité à cause du Doliprane qu'on a donné. C'est le Doliprane qui a tué les gens. Encore plus grave, si les gens se mettaient à faire des stocks de Doliprane, ils pourraient là aussi générer une pénurie. Ça pourrait empêcher les malades du coronavirus, de la grippe ou d'autres maladies hivernales de pouvoir acheter ce médicament pour faire baisser leur température ou celle de leur enfant, et ça aussi c'est très dangereux. A Few Moments Later, dans son livre, page 234, de surcroît, au cours de ces 2 années de panique, les parents, sommés de garder leurs enfants à la maison et de les tester au moindre signe de Covid-19, ont largement eu recours au Doliprane, dont le gouvernement faisait la promotion. Or, ce médicament est loin d'être anodin. Il est mortel à haute dose en détruisant le foie. Doit-on alors faire semblant de s'étonner de l'apparition récente de nombreux problèmes touchant le foie des enfants ? Les scientifiques, entre guillemets, cherchent désormais le nouveau virus hépatique qui sévit. Gageons qu'une fois de plus, on accusera le vilain virus et pas le traitement. Il est passé d'un moment où, attention, on vous fait peur pour que vous achetiez plus de Doliprane, et c'est mauvais parce que certains vont mourir, en fait, vous en avez acheté trop et maintenant vous êtes mort parce que vous avez acheté trop de Doliprane. Alors que curieusement, les études qui auraient tendance à mettre en avant une légère surmortalité de la population due à l'hydroxychloroquine et azithromycine sont assez vite
mis sous le tapis par les mêmes personnes. Sur l'hôpital, pour lui, ce qui s'est passé, c'est comme on a dit aux gens de ne pas venir, ils sont morts chez eux de crise cardiaque. Oui. Bon, alors, Alors qu'il n'y a pas de surmortalité. Hein. Donc, Oui. selon lui, il n'y a pas de surmortalité, mais les gens sont quand même morts. Enfin, je précise bien que oui, effectivement, le confinement a eu des effets négatifs. Il y a plein de Oui. gens qui l'ont vécu. Hein. L'accès aux Oui, soins bien était sûr. compliqué. Hein. Ça, il ne faut pas le nier, mais il faut faire un bilan général de tout ça. En fait, Alors, il faut distinguer la réflexion à l'échelle de l'individu et Voilà. à l'échelle de la population. Puis c'est un peu le. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les tests PCR. Ah, ça c'est fabuleux, ça aussi. A-t-on réellement eu un déferlement de malades ces Ah pages oui, 107, ouais. Ah oui, c'est là où il fait la différence entre un malade ou un cas positif. En fait, il comprend juste pas à quoi ça sert un test PCR. En fait, C'est un outil pour de lui, surveillance. juste, hein, si je fais moi, ma vulgarisation, parce qu'il a fait des vidéos pour les gens qui ne sont pas spécialistes de la santé comme moi, parce qu'il n'est pas non plus, c'est que pour lui, c'est pas un outil qu'on peut utiliser pour faire du suivi épidémiologique et pour prendre des décisions, pour faire des décisions de politique publique, on va dire de santé publique. Donc au départ, ce qu'il dit, c'est du diagnostic pour chacun. Alors je rappelle qu'il a dit que la Corée s'est bien passée parce qu'ils ont testé tout le monde. Hein. Oui. Mais bon, il passe après. Donc on ne peut pas prendre des décisions basées sur ça. C'est pour diagnostiquer chaque personne et donc savoir s'il est malade ou pas et quelle maladie il a. Et là, je Ça, rappelle c'était- un truc, c'est qu'en France, le test massif PCR, c'est un truc que Marseille a mis en place très vite, et ils Ouais, ont eu qu'ils ont bien raison fait, de le d'ailleurs. faire. Et tout le monde Et a ils dit ont- qu'ils oui. avaient bien fait ça, Oui, c'est un truc qu'ils oui. ont bien fait. Et donc là, Chaillot dit l'inverse total de Raoult. Il dit qu'il faut tester effectivement les gens. Après, il a fait toute une vidéo pour expliquer que les tests sont mauvais et qu'en réalité, c'est pas parce qu'on est testé positif qu'on est malade. Alors, c'est là où la définition de malade peut être compliquée. Et ça, il a. Et, Parce que c'est et vrai. puis peu à peu, de toute manière, il divague et sur Twitter, il dit que de toute façon, les tests PCR, ils trouvent des trucs et on ne sait pas dire si c'est vraiment un pathogène entier, enfin un virus. On ne Ouais. sait pas s'il est pathogène. Mais là, j'ai une phrase à citer, mais juste avant, la différence entre positif et malade, il a raison, puisqu'on a parlé, on a évoqué le fait qu'il y avait des porteurs asymptomatiques. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on le catégorise de deux façons différentes. Quand on fait les analyses de létalité ou mortalité sur une maladie, on va différencier ce qu'on appelle le case fatality rate. Donc, c'est le taux de décès rapporté au nombre de malades. Et le infection fatality rate, qui est ramené au nombre d'infections. Mais tous les gens qui sont infectés ne sont pas malades. Ça donne juste une autre mesure de la même chose. Mais les PCR suivaient en réalité permettait de connaître la dynamique de l'épidémie, si on était plutôt en descente, en remontée, et puis de pouvoir anticiper dans les 3 semaines la charge hospitalière qu'on allait se prendre. Alors, il est passé dans France Soir, et je pense que ça va éclairer un peu ce que vous dites. Il a déclaré la statistique crée la maladie d'une certaine manière. À partir du moment où on a décidé d'enregistrer les gens d'une certaine manière dans la case Covid-19, on a créé un phénomène qu'on a appelé Covid-19. Les PCR servaient à dire on a une maladie, donc on a choisi des marqueurs moléculaires et d'appeler ces marqueurs Covid-19 en l'absence de vraies maladies. C'est ce qu'il raconte. Hein. Rappelons qu'au début, on n'avait pas assez de tests et que les gens étaient quand même malades et allaient quand même à l'hôpital. Sachant que oui, les gens qu'on soigne, en réanimation à l'hôpital, on les soigne pas parce qu'ils ont un PCR Covid, on les soigne parce qu'ils vont canner, parce qu'ils sont en distress respiratoire. Quoi. Ouais. Bon, tout ça, ça va à l'encontre de la microbiologie, de la virologie, de l'épidémiologie, qui ne sont pas des domaines dans lesquels il est compétent. Donc... il a une partie où il contredit Raoult, qui est intéressante. Ouais, donc il reprend le fait que Raoult explique en dessous de 35 ou 30-35 cycles, enfin au-dessus de 30-35 cycles, donc dans la PCR. De cycle PCR, les cellules, enfin en tout cas les cultures ne sont plus viables, elles se multiplient plus, donc le virus est plus infectieux. Ça, c'est la théorie qui a permis de faire la première étude de Raoult. Mais il explique, lui, en regardant, et c'est la seule fois où il regarde une étude de Raoult, qu'en fait, parfois à 10, les personnes ne sont pas non plus malades ou pas symptomatiques, parfois à 30 aussi. Donc, on ne peut pas dire que c'est vrai et que les gens sont malades à 10 ou à 30. Donc, ça ne veut rien dire, donc on ne peut pas utiliser les PCR. Bon. C'est assez marrant. Puis dans ce chapitre-là, c'est là où il commence un peu, où il entame son virage béchampiste en disant que de toute façon, quand la maladie elle a apparu en Chine, c'était quand même pendant un pic de pollution en particules fines, et que c'était quand même un peu fort de mettre ça sur un virus plutôt que sur la qualité de l'air. Quoi. On verra tout à l'heure qu'il met la tuberculose sur le dos non pas du bacille, qui est
reconnu depuis longtemps maintenant pour être l'agent Il infectieux, y a assez peu mais de doutes, ouais, en dans existence. c'est les mines, comme c'est la tuberculose, c'est une maladie qui a frappé une certaine population. En fait, c'est le travail dans la mine, c'est la pollution de l'air. La tuberculose, c'est la pollution de l'air et pas le bacille. Vous le saurez maintenant, mais ça, on va y revenir après. Sur les PCR, il y a un petit truc, c'est il l'utilise lui ensuite sur la partie vaccination pour dire il y a plus de cas chez les non vaccinés simplement parce qu'ils se testent plus, parce qu'ils sont non vaccinés, qu'ils étaient obligés, parce qu'on a mis le pass sanitaire, etc. Et c'est la seule raison pour laquelle on voit des différences. C'est pas absurde comme argument. Il Non, est c'est vrai pas que les absurde. non-vaccinés devaient Bah, faire plus de tests à une certaine époque. c'est pas non plus la réalité, parce que des gens qui de toute façon étaient contre la vaccination et qui pensaient que le virus n'existait pas ne se testaient pas. À l'inverse, des gens vaccinés étaient peut-être plus consciencieux de C'est leur vrai que les santé. béchampistes, ils Donc testent on a pas eu sur aussi tout. l'inverse, il y a eu aussi l'inverse, notamment après des études sur le vaccin, où les gens vaccinés étaient peut-être plus consciencieux de leur vaccination, faisaient plus attention à leur santé. Et il y a un biais qui existe Oui. dans la réalité. Les gens qui se vaccinent, c'est un biais de la personne de mode santé. C'est un biais qui peut exister aussi. Et d'ailleurs, il y a des papiers en épidémiologie comportementale qui sont assez marrants et qui montrent que le risque qu'on prend dépend, enfin, de la perception du risque qu'on a. Puis parfois, ben, t'es vacciné, du coup, tu te dis que tu crées un peu moins de trucs. Tu vas plus volontiers te faire contaminer parce que t'as moins peur de canner, quoi. Ou de faire une forme grave. Mais lui, il va plus loin, en fait. Il dit que déjà, les PCR, on séquence des trucs qu'on n'est pas sûr de ce qu'on séquence. C'est ça, voilà. Parce qu'il dit, bon déjà, il y a quand même un pic de pollution particules fines, donc un virus. Et après, il dit, alors il explique bien comment on fait les PCR, c'est-à-dire que quand on fait une PCR, en fait, on va essayer, la technique, hein, c'est d'essayer de repérer une petite portion d'ADN ou pour le virus d'ARN viral, avec ce qu'on appelle des amorces. Donc, c'est des petits fragments d'ARN qu'on a fabriqués qui vont permettre de cibler une région particulière du génome du virus. Puis si on trouve cette région-là, c'est qu'on a le virus. Mais ça sous-entend qu'on doit connaître le génome du virus. Et là, ce qu'il dit, lui, c'est en fait, on n'est pas du tout sûr que ce qu'ils ont séquencé à Wuhan, ça soit vraiment un SARS-CoV-2. Et là, il explique grossièrement la façon dont on a fait un séquençage de génome. Alors, quand on lit le papier, on mettra aussi la référence dans la vidéo. En fait, c'est quelque chose qui est très simple, hein, c'est-à-dire que ce qu'ils font les chercheurs dans ce papier, c'est qu'il y a un type qui est malade, qui arrive, donc il présente son tableau clinique, hein, il a les poumons défoncés, il est vraiment éclaté de partout, il tousse, enfin il est vraiment pas bien, un tableau clinique d'une pneumopathologie importante. Le patient, il est testé pour plein de trucs, donc des coronavirus qu'on connaît déjà, plein de trucs, des bactéries, des machins, plein de maladies, trouvent rien. Ils se disent, on va prélever le liquide qu'il y a dans ses poumons. Et puis on va analyser ce qu'on trouve dedans. Et donc pour faire ça, ce qu'ils se disent, c'est, si c'est un virus, on va cibler l'ARN, donc ils font une analyse de transcriptomique. Donc la transcriptomique, c'est récupérer tout l'ARN d'un échantillon. Donc là, on racle tout, on récupère tout ce qui traîne. On récupère tout. Voilà. Là, il y a un petit problème, c'est qu'avec les techniques de séquençage massif qu'on a actuellement, on ne peut pas séquencer des longs trucs. On ne peut pas trouver un virus et le séquencer en entier. Donc il y a des techniques qui permettent de dire, je vais séquencer plein de fragments d'ARN au pif, pas très long, hein, 150 paires de bases à peu près. Je vais avoir une espèce de soupe comme ça de fragments, et puis je vais utiliser donc forcément les fragments ils se superposent, hein, parce qu'une fois ça va être coupé comme ça, une fois comme ça. Puis je vais utiliser des algorithmes qui vont permettre de recoller les fragments qui allaient ensemble, qui appartenaient au même truc. Alors c'est des algorithmes qui sont publiés, hein, et ce qu'ils ont fait les chercheurs, c'est que ils sont tombés sur une séquence qui était assez longue, qui faisait 30 000 paires de bases, qu'ils ont comparé à une base de données qui est BLAST en ligne sur GenBank, Oui. que tous les chercheurs du monde utilisent. Hein, Même moi, je la connais, je l'utilise, et pour vous dire à quel point. Hein. Pour dire. Et donc, ils ont vu que ça ressemblait vachement à un coronavirus qu'ils connaissaient déjà. Pas le même, mais un autre. Donc là, ils se sont dit 30 000, c'est quand même pas loin du génome. Donc, ils ont regardé dans la trousse à outils du chercheur, ils ont trouvé un outil qui permet de trouver les bouts du génome. Ils ont trouvé les bouts du génome. Puis après, ils ont refait un séquençage avec les fragments qu'ils avaient, en fait. Ils ont fait un jeu de détective, en fait. Et ils ont réassemblé le génome complet, qu'ils ont mappé, qu'ils ont comparé à un génome de coronavirus qu'ils connaissaient déjà, pour pouvoir l'annoter, donc dire cette portion-là, ça correspond à ça, cette portion-là, ça fait ça et ça. Et c'est ce papier-là qui a permis de créer les amorces PCR. Et ce que ça Et montre, lui dit, c'est que ce virus-là, il ressemble beaucoup à d'autres virus qu'on connaît de la même famille. Donc, c'est pas du tout une chimère dans laquelle on aurait trouvé des portions qui viennent totalement d'ailleurs. Donc, toutes les théories
comme quoi on a injecté du VIH dedans. À ma connaissance, aujourd'hui, les gens Ne tiennent sérieux pas. n'en parlent plus de ça parce que c'est. Bah, les gens sérieux n'en ont jamais parlé, en fait. Voilà, d'accord. Enfin, les gens sérieux, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, allons vérifier. Et une fois qu'on a Oui, en vérifié, fait, on sait que ce non. qui Hein. s'est passé, c'est que les gens ont pris des bouts de séquence et ont retrouvé des brevets, des trucs, Oui, parce que Oui. forcément, un bout de séquence. C'était ma première vidéo Covid qu'a percé, ça. C'était rigolo. Donc, Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, ce qui critique, c'est le fait que dans ce papier-là, ils ont utilisé 2 algorithmes différents, donc qui s'appellent Megahit et Trinity, pour recréer, en fait, pour rassembler les petits bouts de séquence. Et puis il dit, bah en fait, on trouve pas exactement la même chose avec les deux algorithmes, donc en fait, ils ont pris celui qui les a arrangés le plus. Ben oui, en fait. Mais les 2 algorithmes, leur méthode, elle est valable, c'est un problème mathématique d'arbre qui est assez standard. Bon, il n'y a pas de problème particulier. Et puis surtout, ce qui est rigolo, c'est que si on cherche maintenant sur GenBank le génome complet de SARS-CoV-2, donc tu vas sur GenBank, tu cherches SARS-CoV-2, génome complet, boum, tu as 8 millions de réponses. Donc c'est-à-dire que tu as 8 millions de génomes complets de SARS-CoV-2. Donc pour un différent. truc qui existe différent, oui, Donc, fait les par des variants, quoi. équipes différentes. Alors, différent en termes de composition, je sais pas, mais en fait, quand tu séquences un génome complet, tu vas le déposer sur GenBank. D'accord. Donc, même si c'est le même que quelqu'un d'autre, Donc, c'est 8 bah, c'est bien de le millions mettre d'accessions. C'est 8 millions 8 millions d'accessions. d'entrées. Ouais. D'accord. 8 millions d'accessions. Et donc, pour quelque chose qui n'existe pas, qui a été trouvé fortuitement avec de la bidouille, qu'on ait autant de génomes complets trouvés Oui, par autant parce d'équipes que différentes. ce qu'il dit, lui, je sais pas si c'est François ou chez Jérémy Mercier, c'est que les mecs ont fait de la soupe avec leur PCR, et dedans, ils ont décidé que tel morceau, ça correspondait au virus, mais ils savent pas ce qu'ils font. Et c'est là qu'on voit que ce monsieur, c'est pas son métier. Après, là où il a pas tort, c'est que même, c'est vrai, là où un point qu'on peut relever, c'est qu'il y a beaucoup de biologistes qui font des PCR, qui font du séquençage massif, etc. Et on fait assez confiance au protocole du fournisseur pour dire que ça fait ce qu'il faut. Hein. C'est vrai qu'on a quand même une lacune épistémique, on va dire, sur la façon dont notre protocole fonctionne, mais c'est un truc qui est utilisé par tous les labos du monde. En termes d'années de recherche cumulées, c'est un truc énorme. Enfin, c'est quelque chose qui marche, qui est standard et qui est validé scientifiquement. Il n'y a pas de discussion, en fait. Il y a un point qui est intéressant, c'est que ça remet en cause tout le métier de l'IHU. Oui. C'est le labo qui a retrouvé le plus de SARS-CoV-2 Voilà, en on va France. finir là-dessus après, ouais. Et il a des discussions assez ahurissantes sur Twitter avec des gens qui lui disent, oui, mais l'IHU, alors, ils ont fait quoi? Et donc là, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas d'identification de gold standard, qu'il appelle gold standard, on en reparlera parce que c'est les postulats de Koch, etc. Et donc quelqu'un lui dit qu'il aille à l'IHU, leur expliquer qu'il a séquencé des Smarties sur pattes pour amuser la galerie. Auquel cas il répond, ce que je sais moi de séquençage, c'est que rien ne prouve que la séquence longue vient d'une seule entité, encore moins qu'elle est pathogène. Donc en fait il remet complètement en cause ce que l'IHU a fait, son métier et tout ce qui va bien. Alors, avant d'arriver à la dernière partie où on va montrer qu'on ne peut pas à la fois se fier à ce mec-là et dire que Raoult s'y connaît un tant soit peu en microbiologie, il y a le fait qu'il remet en question les vaccins. Il parle du mythe de l'efficacité vaccinale. Alors, ça mériterait plein de vidéos. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui se demandent est-ce que les vaccins sont efficaces? On est en 2023, on a du recul. Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils ont sauvé des gens? Est-ce que les effets secondaires sont dramatiques? Ou est-ce que c'est un produit vaccinal qui produit des résultats qu'on peut attendre? Comment on se documente là-dessus? Bah déjà, il y a un truc à dire, c'est que des effets secondaires, il y en a. Enfin, dans le sens où c'est pas parce qu'on dit que les vaccins sont efficaces qu'on nie le fait qu'il y a des effets secondaires parfois graves avec les vaccins. Typiquement, les myocardites chez les jeunes, ben oui, ça a été mis en évidence. Mais ça a été mis en évidence par les mêmes gens qui ont mis en évidence l'efficacité vaccinale. Donc on peut pas accepter les travaux d'une part qui vont dans notre sens et puis rejeter ceux qui vont pas dans notre sens. Après, la biblio sur le Covid, sur les vaccins Covid, elle est quand même assez costaud, elle est assez bien centralisée, elle a été scrutée de partout. Le CDC, par exemple, ils font une veille bibliographique, il y a une pléthore de références sur leur site, je te donnerai le lien, Thomas. Mais enfin, la littérature scientifique, elle existe, elle est abondante, elle est de bonne qualité en plus. Il n'y a pas un produit qui a été aussi suivi de l'histoire de... Ah, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est ça qui a causé le plus de troubles, en fait.
que lui, il se base pour la partie vaccin sur 2 choses. La mortalité, il voit des synchronisations avec les vaccins et aussi avec les vaccins contre la grippe, pour en parler, hein, mais c'est assez intéressant. Et le fait que dans le VARS et dans toutes les remontées pharmacovigilance, on n'a jamais eu autant de remontées. Donc, Le pour lui, VAER, c'est ça? autant de Perse, ouais. Ouais. On rappelle ce que ça veut dire? Non. Parce que des têtes, je Non, l'ai mais pas. en gros, c'est la base déclarative des effets secondaires des vaccins aux États-Unis. Voilà. C'est-à-dire que sur les effets secondaires des vaccins, en Vaccination. Europe d'ailleurs, il y a une catégorie d'effets qui sont à déclaration obligatoire. Tous les effets graves, en fait, sont en déclaration obligatoire. Et puis après, chacun est libre de remonter les informations. Moi, par exemple, j'ai eu une plaque là sur l'épaule quand j'ai fait une espèce d'eczéma après mon vaccin, un rash. Et je l'ai déclaré à Swissmedic. J'ai fait une remontée, je leur ai dit, bah voilà, il m'est arrivé ça. Et comme ça, les agences de santé peuvent surveiller, voir s'il y a un pattern, et puis évaluer la causalité entre le vaccin et puis l'effet désirable remonté. Parce que je pourrais très bien avoir un symptôme le lendemain d'avoir été vacciné sans que ça ait un lien entre les deux. Oui, bien Si sûr. je me fais vacciner et qu'un bus m'écrase, bah je meurs Ah, mais dans le VAERS, il y a juste ça. après, quoi. Il y a ça. Dans le VAERS, il y a typiquement ça. Il y a des gens, genre, bon, il est en train de mourir, on l'a vacciné, puis il est mort quand même. Ah bon? Ouais, et puis il y en a, ils sont morts d'un accident de voiture juste après. Ça pourrait très bien être une crise cardiaque due à la vaccination. C'est pour ça qu'on le remonte, hein. Ouais, C'est pour ça que dans c'est l'absolu, important de c'est pas tout idiot. voir. Hein. Mais il y a aussi, par exemple, mon chien ne mange plus et donc ça me rend triste. Et ça, c'est dans le VARS. Il y a une ligne sur la détresse animale. Alors, ce que Donc, ça ouais, il y veut a des dire, choses plus ou moins délirantes. Après, Ah, on peut enlever ce ces que ça choses veut dire, c'est délirantes. que ces bases de données, et c'était une des grandes erreurs d'Amercan, notamment, et de François, le nombre de signalements sur ces banques de données signale que beaucoup de gens signalent des choses, qu'il y a une attention particulière. Ça n'est pas la preuve qu'il y a des effets avec une causalité avérée. Il y en a certainement. Alors, comment on sait lesquels sont avérés causalement? Bah, il y a des critères de causalité, ce qu'on appelle les critères de Hill, qui sont assez standards. Puis il y a 5 piliers en gros. Il y a d'abord la consistance, c'est-à-dire que les effets secondaires, ben, ils doivent à peu près arriver toujours pareil. Enfin, à chaque fois qu'on vaccine, on les trouve à peu près dans les mêmes fréquences. Il y a la corrélation, le fait que vraiment, bah, tu vaccines, pouf, puis plus loin dans le temps, tu observes une augmentation d'un effet désirable particulier. Tu as la spécificité aussi, le fait que cet effet désirable, il arrive spécifiquement après le vaccin. Tu as la relation temporelle, faut qu'il y ait la conséquentialité, puis surtout, il faut qu'il y ait une plausibilité biologique. Ça, c'est important, c'est-à-dire que on va évaluer le fait que, est-ce que possiblement, biologiquement, cet effet secondaire qu'on observe peut être dû au vaccin. Et ça, bah, c'est un travail de chercheur en biologie, en fait. Ce qu'on appelle sur les turbocancers ou des choses de ce type-là, il y a beaucoup d'oncologues qui sont quand même très énervés parce que biologiquement, ça n'a pas de sens. Et ils ne voient pas d'augmentation et pourtant, c'est des choses qui tournent beaucoup. Oui, mais Donc les turbocancers, a priori, si c'était vrai, ce serait grave. Hein. C'est comme souvent. Si c'est vrai, c'est grave. Et si c'est pas vrai, c'est grave de le dire et de le répéter et de ne pas se corriger. Donc passons à la comparaison. C'est-à-dire que Pierre Chaillot est beaucoup partagé par des gens qui défendent Raoult sur nos pages. Hein. Vous êtes aussi en première ligne. Hein. Vous prenez plein de commentaires sur les réseaux. C'est la même sphère qui défend Raoult et qui nous dit « Mais vous mentez, vous, regardez, Chaillot le dit. » Bon, quand on écoute M. Chaillot, je le cite, « La virologie, ça ne marche pas. Il détecte des trucs au hasard, prétendument des virus. Et quand ça colle pas, on appelle ça un variant. » Donc il est opposé au vaccin HPV, grippe, varicelle. La polio est due au DTT et pas à un microbe. Bon. La cause de la tuberculose n'est pas le bacille, mais le travail dans les mines. La vaccination contre la variole, c'est l'histoire de... Ce ne sont que des échecs. On n'a jamais détecté des virus. La vision de la virologie, c'est du nazisme. Ça, c'est Chaillot. Je ne pense pas que vous entendrez quoi que ce soit d'approchant à Marseille, chez Raoult. Pourtant, on les aime pas trop, les gens chez Raoult, mais ils sont pas fous à ce point-là, quoi. Ces phrases qu'il a dit, c'est des choses... Il y a une construction. Il a lu un certain nombre de livres. D'ailleurs, l'émission chez Jérémy Mercier, elle est basée sur un des livres qu'il a lu et il en fait un retour. Il n'est pas d'accord avec 100% du livre, mais il est d'accord peut-être avec 90%. Hein. Il a lu un deuxième livre qui s'appelle Virus Mania, qui est écrit par des homopathes, c'est très bizarre, qui explique que les virus n'existent pas. Et en fait, tout est basé sur le fait que pour lui, comme c'était impossible qu'il y ait un nouveau virus et que les gens meurent l'hiver, c'est que c'est dû à l'hiver. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Denis Rancourt, qui est un grand ami de Jérémy Mercier,
qui lui a expliqué, tu verras, les corrélations avec l'hiver, ça marche à tous les coups, c'est-à-dire que les virus n'existent pas. Et c'est comme ça qu'il est rentré en fait dans ce champ-là, et il le met dans des articles de François en disant j'ai rencontré quelqu'un, Denis Rancourt, qui m'a expliqué. C'est la révélation, quoi. Voilà, révélation. Il a une révélation, et là, ça lui explique tout, parce qu'effectivement. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de Monsieur Rancourt? J'ai vu vaguement une page sur lui, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Un mathématicien qui travaille avec Jérémy Mercier sur un certain nombre de sujets. Un Ah, mais oui, mathématicien. j'avais débunké leur premier papier. Enfin, Voilà. Et oui. En fait, c'est rigolo parce que Mercier fait à peu près les mêmes analyses que Pierre Chaillot en disant il n'y a pas de mortalité, regardez ce gros pic. Ah bon? Donc c'est un peu ça. Et donc, Oui, non, mais de là, et en fait, en faisant cette théorie-là, ça explique tout, parce que si on meurt d'autre chose, il n'y a plus besoin de virus, il n'y a plus besoin de. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas soigné les gens aussi. Si, à la base, on donnait des antibiotiques à des gens qui avaient de la grippe, ce qui est déjà. Voilà. Et que là, on n'a pas donné d'antibiotiques à des gens qui ont le Covid, de toute manière, ils n'avaient pas besoin d'antibiotiques parce que les bactéries n'existent pas. Donc, on ne les a pas soignés de quelque chose qu'on ne pouvait pas soigner, vu qu'on ne peut pas soigner. Enfin, voilà, il n'y a aucune. Il n'y a plus rien qui tient dans ce cadre-là. Comment on soigne un non-virus, une maladie qui n'est pas soignable ou un non-virus ou une bactérie, qui n'est pas soignable par autre chose qu'un antibiotique, par exemple? En fait, ce qu'il a fait, c'est que il est parti au départ, il se posait vraiment des questions sur la gestion de la crise sanitaire, donc les mêmes questions qu'on s'est un peu tous posées au départ sur les masques, sur est-ce que les mesures de confinement, elles sont bonnes. Mhm. Et il est parti de son prisme de statisticien, et il s'est pris les pieds dans le tapis de la biologie, en fait. Et il est parti sur il s'est laissé embarquer en fait dans une dérive pas une dérive épistémique, ça n'a pas de sens, mais il est rentré dans un cheminement de pensée et il a oublié de considérer tous les arguments qui pourraient réfuter son cheminement. Il Et s'est il s'est polarisé, enfoncé. il s'est radicalisé d'une certaine manière. Oui, et ce qui est rigolo, c'est que dans son livre, il dit que en gros, la théorie infectieuse des maladies, de la virologie, etc., ça ne résiste pas aux critères de réfutabilité de Popper. Donc c'est rigolo qu'il cite ça. Hein. Il dit, en gros, on peut pas faire d'expérience pour prouver que cette théorie-là est fausse, donc c'est pas une science. Alors qu'en fait c'est faux. Hein. On a eu beaucoup d'observations in situ. On peut faire des expériences de contamination. On en fait plein en pathologie, en phytopathologie par exemple. On en fait tout le temps. Oui, parce que les virus, c'est un problème en agriculture, hein, donc c'est pas que chez les humains et dans le bétail. Enfin, c'est des, on connaît très 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 bien Oui, les séquences infections dans plein d'organismes. Oui. Les poulets, ils tombent tous malades parce qu'ils sont enfermés, et c'est pour ça qu'ils sont malades, pas parce qu'ils ont un virus qui se transmet entre eux. Mais du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'il critique cette théorie infectieuse sous l'argument du critère que ça résiste pas au critère de réfutabilité de Popper. Et lui, dans le même temps, il oublie d'essayer de mettre en échec sa théorie. Oui. Et chaque argument qu'il avance, à chaque fois, va conforter son point de vue. Il essaie pas de penser à l'envers de ses pompes pour... ne serait-ce que les éléments qu'on a évoqués avant sur la mortalité des mois de novembre et d'avril, et les températures à ce moment-là, qui vont à l'encontre totalement de son hypothèse que c'est le froid. En fait, mais même quand il les voit, il les écarte. Par exemple, ce que je te disais tout à l'heure sur la saturation hospitalière, il dit bon, c'est 2% des patients, donc il l'écrit pendant plein de pages, après il dit oui, bon, c'est 20% des séjours, mais bon, allez hop, et il écarte. Il y a ça sur la vaccination. En fait, sa théorie, en gros, c'est que la vaccination a causé une surmortalité chez les jeunes. Une des problématiques de voir une surmortalité chez les jeunes, c'est que les jeunes ne meurent pas beaucoup, donc même un petit chiffre peut être une surmortalité. Et donc, il montre un certain nombre de graphiques, et en fait, quand on les regarde vraiment, à chaque fois, la mortalité qu'il montre n'est pas vraiment corrélée, elle démarre avant, ou alors elle existait déjà l'année d'avant ou les 2 années d'avant. Par exemple, si on prend en France, il montre un graphique, on voit une mortalité supérieure des jeunes en été 2021, mais on voit la même en été 2020, et puis on les voit précédemment parce que les jeunes meurent plus l'été, parce que les accidents de route, la fête, etc. Donc c'est pas une question du vaccin, il n'y avait pas de vaccin en 2020, il n'y avait pas autre chose. C'est simplement que là, c'est tombé pile au moment où on a vacciné, donc c'est peut-être. Et puis il montre après la Finlande, où en fait il y a une plus faible surmortalité dans cette période-là que la même période en 2019 ou en 2020. Donc pourquoi les patients français, enfin les patients plutôt, les personnes jeunes françaises, elles meurent du vaccin, mais les Finlandais, ils n'allaient pas mourir du vaccin jeune. Donc il y a une problématique comme ça. Et ils montrent ces graphiques-là en disant, mais regardez, on voit que pile à ce moment-là, il y a une surmortalité, et puis à ce moment-là, il y a une mortalité. Et il ne prend pas en compte le reste qui est autour, qui ferait
et qui montrerait que ce qu'il dit est faux. Et Et Pardon, vas-y. si tout ce qu'il disait était... Parce que là, on va conclure, c'est que tout ce qu'il dit, si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Si ce qu'il Oui. dit, c'est vrai, évidemment, on peut le vérifier. Et vous comme moi, je veux dire, quel intérêt on aurait à vouloir croire absolument un récit qui nous ment et qui nous fait croire qu'il y a un virus alors qu'il n'y en a pas et que c'est le confinement qui est de tout le monde. Vous comme moi, on ne touche pas plus d'argent parce que on va répéter ce que dit le gouvernement là-dessus. Vous comme moi, on veut savoir ce qui est vrai parce que quand on sait ce qui est vrai, on prend des bonnes mesures, on prend des bonnes décisions et on évite des catastrophes. Donc, c'est basé pour lui sur la théorie du choc. C'est les gouvernements qui ont contraint, les labos, toute l'économie libérale qui fait que les populations... oui, mais ça impliquerait qu'il y ait des millions de gens qui sont complices d'un complot mondial. Toujours au même complot. Or, je suis désolé, j'ai souvent dit, hein, quand on voit la qualité des gens qui nous dirigent, ça nous rappelle que l'humain est un singe. On voit très bien que l'évolution n'est pas finie, hein, on est encore en plein dedans, on est empêtré, on est tous plus ou moins idiots. Hein. Je me demande quel shitstorm tu vas soulever avec cette phrase. Mais non, mais on est tous des singes. Voilà. Oui. Et on voit bien qu'ils font des bourdes, et ils n'arrivent pas à nous cacher quand ils font des bourdes. Là, on a un sénateur qui est dans la mouise, qui a voulu droguer une députée pour... On a des gens de ce niveau-là, quoi. Les autres sont sûrement mieux que lui, hein, mais globalement, ce serait très étonnant que ces gens réussissent à nous mentir assez bien, et que les seuls types qui voient clair, c'est des mecs comme Pierre Chaillot. Est-ce qu'il a un niveau où on peut s'attendre à ce que lui soit plus malin que tout le monde, quoi, c'est ça? Même au-delà de ça, la plupart des chercheurs en biologie, c'est plutôt des gros gauchos quand même. Ils sont plutôt hostiles à un gouvernement libéral. Je veux dire, s'ils trouvaient dans les données le moindre argument pour remettre en cause... Enfin, des arguments, il y en a, mais... D'ailleurs, hein. Il y en a plein qui remettent en cause les labos. Non, parce que, ok, il y a plein de pharmaciens, des chercheurs en R&D dans les grandes boîtes, il y a des médecins libéraux. Mais en effet, ceux qui font la recherche, c'est des chercheurs qui sont habillés en t-shirt, tongs dans les labos, ceux qui font les PCR, CE, et ouais, en général, ils ne sont pas pro-système, ces gens-là. Non, tu regardes Alexander Samuel, typiquement. Il est plus chercheur, mais des comme lui, il y en a plein quand même. Quand tu vas dans les congrès de biologie, on est quand même plus proche d'un camp de les gens ne connaissent pas le monde de la recherche et sa sociologie. Donc, lui, de toute manière, à la base, il se dit, moi, ce que je vois, c'est dans les chiffres. Ma vérité est dans les chiffres. Je regarde que la mortalité, parce que c'est la seule donnée qui existe, et c'est là où je vais voir la réalité. Tout le reste est basé sur ça. On m'a menti, parce que je ne revois pas ce qu'on m'a dit sur les médecines, sur les virus dans les chiffres. Donc, c'est que c'est faux. En fait, on a quelqu'un qui a des présupposés, qui voit dans les chiffres ce qu'il veut voir, parce que quand on cherche ce qu'on veut, on le trouve, et qui en conclut qu'il a raison. Oui. Et moi, je vais citer les derniers mots de son propre bouquin. Une fois qu'on a parlé avec vous et qu'on a analysé ça, le roi est nu. La méthode mise en œuvre par Pierre Chaillot pour prouver ce qu'il veut prouver, on voit bien que c'est de la pensée motivée, c'est du wishful thinking, c'est du cherry picking, désolé pour les termes anglais, mais c'est l'inverse d'une méthode propre où on teste sa propre hypothèse pour voir si elle tient la route, plutôt que mettre de côté les petits aléas. Voilà. Un vrai chercheur, il va vous dire, là, il y a un point fondamentalement, il y a une pierre d'achoppement, on a un problème, et c'est important d'avoir ça à l'esprit. Tant que ça ne s'est pas résolu, mon hypothèse n'est pas valide. Les vrais chercheurs font ça. Et lui, il fait l'inverse. Il dit, il y a ça et ça, mais vous en faites pas, j'ai raison. Après, faut pas nier non plus que pendant le Covid, il y a une course à l'échalote, des chercheurs qui ont essayé un peu de se mettre en avant et puis, se mettre en avant. Il y avait quand même une course à la publication parce que si tu sortais un beau papier, c'était quand même bien pour ta carrière et tout. Mais il faut pas oublier non plus que la science c'est collectif et que quand tu t'étais un petit peu trop chaud, que tu t'avançais un petit peu trop, tu te faisais assez vite retoquer dans les lettres à l'éditeur ou dans des réponses d'autres chercheurs, etc. Et que ton postulat il tenait pas longtemps, quoi. Et encore une fois, et Didier Raoult l'a dit, le temps va séparer les gens qui disent des bêtises et ceux qui disent des choses qui tiennent la route. Et je le répète, vous ne pouvez pas nous dire que Didier Raoult est un champion et que Pierre Chaillot a raison. Vous pouvez pas. Il faudra faire un choix, les gens. Par contre, ils peuvent avoir tort tous les deux. Oh non.
Si Je c'est n'ose le possible. croire. Ça serait trop. Je n'ose le Je croire. vous laisse conclure. C'est une bonne conclusion. Bah rien. Il y a rien. Enfin, moi, je suis un peu tout désolé pour Pierre Chaillot parce que je pense pas que ça soit. Je pense pas que c'est quelqu'un de la trempe des manipulateurs qu'on peut avoir en face qui se dort la pilule et puis qui font leur beurre vraiment sur le Covid et puis les gens un petit peu perdus. Je pense que lui, il est vraiment sincère dans sa démarche et qu'il est un peu la victime de son de sa dérive en fait de pensée puis de son cheminement de pensée. Mais je pense pas que ce soit. Je Je pense pas qu'il soit rappelle, hein, manipulateur. on a parlé pendant presque 1 heure et quart, on n'a jamais émis une attaque personnelle contre lui, hein. On a parlé de sa méthode. On a beaucoup critiqué la méthode. Oui, mais après, c'est vrai que ses arguments, enfin, il écrit d'une façon où ses arguments semblent convaincants. Et pour les démonter, il faut remonter à la source. Et le problème, c'est que les sources, elles sont pas facilement accessibles. Alors, elles sont accessibles physiquement, mais accessibles à comprendre, c'est pas simple. Par exemple, sa partie sur les modèles mathématiques, on pourrait aussi faire une émission de 2 heures dessus. C'est du même niveau, en fait, que son analyse sur la mortalité. Il nie les effets de Voilà. l'exponentielle. Enfin, putain, il est parti. On ne peut pas tout Et faire moi, tout je le temps, suis hein, d'accord. mais écoutez, pour moi, vous referez ça, on partagera. Je suis pas Ah sûr oui, que je vais être l'autre de cette encore discussion-là. une bonne soirée. Merci pour votre temps. Je rappelle que vous n'avez rien à gagner à passer tout. Alors, on passe du temps ensemble, on est content, on s'aime bien. Enfin, on se connaît pas bien, mais Harry, on s'est jamais rencontrés. Mais au-delà du temps de qualité et de la discussion qu'on passe entre nous, vous n'avez rien à gagner. Et moi non plus, à part le fait que les gens s'abonnent et du coup donnent beaucoup d'argent pour qu'on continue à travailler. Beaucoup, beaucoup. Vous n'avez rien à gagner à venir faire ce que vous faites là. Vous faites parce que vous êtes motivé pour que un maximum de gens croient des choses vraies. Hein, Ouais, ou le minimum de choses fausses. aussi. oui, Ça voilà, c'est marche ça. aussi. Et voilà. Bon, eh ben, merci de faire ce travail. Donc je rappelle que vous avez des comptes Twitter, on peut vous suivre. Vous avez autre chose où on peut vous suivre? J'ai une chaîne YouTube, mais que Oui. j'alimente plus beaucoup parce Oui. que j'étais un peu Le fatigué par les. biostatisticien. Oui, mais j'ai été un peu fatigué par les pangolins que je me suis pris pendant le Covid, puis j'ai un peu levé le pied, mais voilà. Bon, tu vas revenir. Et Harry? Moi, pas du tout. Moi, Des spectacles, des livres à vendre, des... Non? rien du tout. J'ai tout à perdre, en fait. Oui. Donc, Non. tout le contraire. Bon, espérons que vous ne perdez rien. Bah, écoutez, merci encore d'avoir Merci à toi. partagé toutes ces informations et ces analyses avec nous. À très bientôt. À bientôt. Tout est